Retour au village d'hiver d'André-Marcel Adamec aux éditions Zone J. Premier chapitre. Gilles. Jean-Baptiste Barnier n'était pas un homme ordinaire. Luthier de profession, il ne fabriquait que des miniatures, des violons qui tenaient au creux de la main et qui, sous l'archet grand comme une allumette, rendaient un son inimitable. Une sorte de pépiment qui traversait les murs. L'argent ne l'intéressait pas. Il en gagnait pourtant en cédant à des collectionneurs ses instruments minuscules. Ce qui lui permettait d'entretenir 2 résidences. Un rez-de-chaussée en ville flanqué de son atelier et un chalet en montagne où il passait une bonne partie de l'hiver. Il était né là, à Valdaine, cette région de ravins escarpés où il aurait aimé séjourner toute l'année, mais que Suzanne, sa jeune épouse, trouvait sinistre avec ses rochers noirs qui sortent de la glace comme des stèles brûlées et ses larges écrans d'épicéa cisaillant l'horizon. Il travaillait peu, lisait beaucoup, changeait souvent d'opinion. Il a disparu un hiver dans des circonstances qui ne furent jamais éclaircies. C'était quelques jours avant Noël. Son fils Gilles avait à peine 2 ans. D'après le récit de Suzanne, il était parti de bonne heure pour gagner l'Agneuvie, chaudement vêtu et armé d'une canne à bout ferré. S'il gelait à fendre la pierre, le ciel, lui, était clair et le vent calme. Habitué aux longues randonnées, Jean-Baptiste avait promis d'être de retour avant midi. Il n'était toujours pas rentré à la nuit tombée. Pendant des semaines, on sonda les ravines et les failles, on fit pister les chiens, on enquêta à Valdaine, à l'Agneuvie, où le luthier n'était jamais arrivé. Mais aussi dans les villages alentours et même de l'autre côté de la frontière. De temps en temps, des échos parvenaient à Suzanne, qui lui donnaient des espoirs vite effacés. On disait avoir vu son homme au camp des bûcherons, puis au Rouel, buvant un marc à la taverne. On prétendit même qu'il vivait caché près de l'Agneuvie, dans la cabane d'un berger. Toutes ces rumeurs, dont on ignorait la source, se démentaient aussi vite qu'elles avaient été lancées. Jean-Baptiste n'avait laissé aucune trace. Les gendarmes pensèrent qu'il s'était écarté du chemin et qu'il avait dû tomber au fond d'une crevasse. Il avait alors 34 ans. Les gens de Valdaine, peu éclairés sur la différence entre un luthier et un instrumentiste, le surnommaient le violonneux. Suzanne dut affronter l'administration dans une procédure en présomption de décès, qui dura plusieurs années. Et même quand son époux fut admis comme civilement mort, elle ne fut jamais totalement considérée en tant que veuve par l'entourage. Elle souffrit longtemps de l'ambiguïté de cet état, à tel point qu'on peut se demander dans quelle mesure elle n'aurait pas préféré qu'on lui ramenât son Jean-Baptiste sous un linceul. Lorsque la procédure aboutit, elle vendit tour à tour le chalet et les meubles de Valdaine, la bibliothèque qui comptait près de 2000 volumes et tout le contenu de l'atelier. Elle ne sauva même pas une seule miniature de violon. Il ne restait qu'un objet unique, façonné par les mains de Jean-Baptiste. Le cadre de bois, sculpté, qui contenait la photographie de leur mariage et qui reposait sur un coin de la cheminée. Cette relique conserva son privilège quelques années encore, et puis, brusquement, elle disparut à son tour. Gilles vécut donc son enfance en ville, dans l'appartement
qui jouxtait l'atelier loué par sa mère et un ébéniste, et d'où ne montait plus désormais que la musique du tour à bois et des scies à ruban. Gilles n'avait jamais vu son père que sur des photographies de qualité médiocre. Le regard obturé par un battement cils ou le visage baigné d'une lumière floue. Les portraits ne présentaient entre eux qu'une improbable ressemblance et parfois même une totale divergence de physionomie. Lorsque Gilles confiait cette impression à sa mère, elle lui répondait invariablement que le visage de Jean-Baptiste était très mobile et changeait d'expression à chaque instant. Elle ajoutait qu'il était peu photogénique, et pour illustrer son propos, elle lui fit voir un jour la photo du mariage où le jeune époux, sous un haut de forme extravagant, exposait à l'objectif une face aux traits fuyants et un regard vide. Suzanne ne parlait du disparu qu'avec réticence. Et dans le ton de sa voix, Gilles percevait plus de rancœur que de tristesse. Bien qu'elle ne démentît jamais ses qualités, qu'elle résumait à l'habileté et à l'intelligence, elle présentait le disparu comme un être capricieux, plus ou moins dépourvu de volonté, qui avait gâché ses dons et fini par attirer la fatalité sur sa personne à force d'inconséquence. Mais Gilles continuait à rêver à son père avec une indéfectible amitié. La lecture de Jack London ou de Jules Verne lui avait appris que rien n'est impossible à un homme courageux. Il savait que l'on peut survivre au fond d'une crevasse, qu'on y trouve de l'eau en suffisance, des insectes et des mollusques qui contiennent des protéines. Et puis la montagne est peuplée de bêtes, qui tôt ou tard finissent par tomber elles aussi dans les crevasses. Des daims, des lapins, des mouflons. Cela fait de la viande saine, même si on la mange crue, et des fourrures pour se protéger du froid. Et en tressant les boyaux, on peut fabriquer une corde assez longue et solide pour remonter à la surface. Par la fenêtre de l'appartement, Gilles passait de longs moments à épier la rue, le nez collé à la vitre froide. Quand une voiture se garait le soir devant l'atelier, quand un inconnu portant une valise ou des paquets longeait le trottoir, il retenait sa respiration. Parfois aussi, il fermait les yeux en comptant les secondes. Il ne les ouvrait que pour reconnaître un client de l'ébéniste ou voir l'inconnu poursuivre impassiblement son chemin. Il est curieux de mesurer la distinction que la société établit entre un orphelin et le fils d'un disparu. Le premier bénéficie d'emblée d'une commisération unanime. Son malheur, marqué par une dalle de pierre, est immédiatement légitimé. Au second, on ne reconnaît que les afflictions de l'absence, atténuées par cette lueur d'espoir qu'entretient le doute. Un mort qui n'a pas montré sa dépouille aux vivants ne sera jamais un vrai mort, à quelques rares exceptions près. Comme par exemple le disparu dans un incendie, qui en réalité n'est pas un disparu, mais un mort dont le cadavre n'est pas identifiable. Le disparu en mer laisse derrière lui d'irrévocables indices, un signal de détresse, une coque retournée, une épave. Le plus souvent, la seule présence d'une tempête plaide en sa faveur. Avec sa connotation sportive, le disparu en montagne évoque les grands espaces, l'air vif, les tintements du piolet sur la glace. Et cela fait briller les regards. Parmi tous les disparus, c'est sans aucun doute celui qui éprouve le plus de peine à être pris pour un mort. Gilles grandit sans que son entourage témoignât pour lui une compassion particulière. Finalement, il n'était pas plus à plaindre que les fils de familles monoparentales, dont il existait de nombreux exemples autour de lui. On allait même jusqu'à l'envier de pouvoir raconter cette histoire de montagne qui faisait penser à un récit de Frison Roche.
En classe, il était un élève moyen, assez distrait et lisant plus volontiers des romans d'aventure que ses manuels scolaires. Bien que d'un naturel serviable, il avait peu d'amis et participait rarement aux jeux. Sa vie changea complètement lorsque sa mère, après 10 ans d'attente, se remaria avec un architecte en des noces furtives et sans éclat. Les histoires lues par unlivreunjeu.fr. À bientôt pour une nouvelle histoire.